En fait, je souhaite tout d'abord vous remercier. Merci également pour m'avoir posé cette question qui est vraiment très intéressante. En fait, je vais vous parler du point de vue des exilés. Exilés, réfugiés, nous qui sommes arrivés ici justement en tant qu'exilés en Europe, c'est comme si on s'attendait à une terre où tout est joli, où il y a plus de liberté. Et comme si on venait ici, le regard porté sur nous était comme si on était là pour nous plaindre de nos pays respectifs d'origine. Ve aslında bu bakış açısı aynı zamanda bir oryantalist bakış açısını doğuruyor. Ama bende de böyle bir soru her zaman var. Sırf ben Avrupalılara oryantalist duruyorum diye kendi oryantalliğimden vazgeçme gibi bir durum ve giderek Avrupa stiline benzeyen bir sanatı mı seçmeliyim? Bu aslında bir soru. En fait, c'est vrai, il y a peut-être ce regard orientaliste, mais je me pose moi-même la question, est-ce que je dois renoncer à mon côté oriental à cause de ce regard d'orientaliste et adopter un style européen? Ve buraya geldiğimde de bir şeyleri şikayet etme ya da bir şeylere dair sadece kendi ülkemdeki bu çok otantik duran şeylerle bir sanat yapmaktansa aslında Avrupa'nın da çok kötü bir durumda olduğunu, kadın hakları konusunda çok geride olduğunu, cinsel saldırının olduğunu, kürtaj meselesinin bile İstanbul Sözleşmesi'nin bile Avrupa'nın birçok ülkesinde uygulanmadığını ve dolayısıyla aslında geldiğim coğrafyayla Avrupa'nın hiçbir fark olmadığını, hatta daha kötü olduğunu, çünkü benim coğrafyamda benim maruz kaldığım o silahlar, tanklar, savaş uçaklarının hepsi aslında Avrupa'nın icadı ve o tam da olduğu yerde kendimi özgür hissedemem. Bu tam bir mücadele alanı aslında. Böyle görüyorum ben burayı. En fait, voilà, il ne s'agit pas de se plaindre, de venir là pour dénoncer certains faits qui existent pourtant. Donc, il ne s'agit pas uniquement de dénoncer, mais également de voir la situation dans laquelle se trouve l'Europe également, les pays européens, car la situation est mauvaise ici aussi. Nous assistons à des violences portée contre les femmes, par exemple le droit à l'avortement. Dans pas mal de pays européens, le droit à l'avortement tel que prévu dans la Convention d'Istanbul n'est pas mis en œuvre. Donc, c'est vrai, tout ceci existe ici et chez moi, donc dans mon pays, toutes ces armes qui sont utilisées, eh bien, d'où est-ce qu'elles viennent? Elles viennent bien des pays européens. Donc, je pense que ici aussi, c'est un espace de lutte. Pour aussi les autres invités, Mayara Yamada, vous êtes une artiste brésilienne, donc j'ajoute quelques éléments par rapport à ce qui a été dit en introduction. Actuellement, vous êtes basée à Lausanne, vous êtes diplômée en art visuel de l'ECAL, donc de l'École cantonale d'art de Lausanne, et aussi DJ sous votre nom de DJ, Marara Kelly. Vous mixez du baile funk de Rio déconstruit, notamment, principalement actuellement, mais aussi plus anciennement des sons de votre Amazonie natale, Technobrega, ça s'appelle, c'est juste. Ok. Est-ce que vous souhaitez réagir à ce qui vient d'être dit par Zera Dohan? Est-ce que vous avez des exemples, des situations que vous avez connues, vous aussi, l'exotisation, des situations où on a peut-être voulu vous figer dans une identité musicale, artistique, identitaire? Bonjour à tout le monde. Je suis contente d'être là aussi, de parler de ces sujets. On parlait avant que c'est des sujets que, en fait, pour nous, c'est notre vie, mais en même temps, c'est le thème de cette table ronde. Du coup, des fois, ça va se mélanger. Et je pense que concernant l'exotisation de ta question, des fois, je pense qu'il y a une certaine attente de nous en tant qu'artistes si on revendique notre identité natale. Disons, moi, je suis brésilienne et pour moi, c'est justement comme tu disais, pour moi, c'est pas du tout un problème ou c'est pas du tout quelque chose que je veux cacher ou que je veux me camoufler ici. En même temps,
de l'autre côté, c'est pas parce que je suis brésilienne que c'est moi qui va porter tout le Brésil dans mes dos, parce que ça, c'est pas possible déjà. Le Brésil, c'est un pays énorme, géant, et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de diversité et de réalités différentes. Et donc, par rapport à la exotisation, je pense il y a pour moi un exercice de renversement de regard, des fois, par exemple avec la danse ou avec la musique, des choses qui pourraient être considérées comme pas de l'art ou pas de la culture érudite, tout ça. J'ai beaucoup d'envie de prendre cette culture populaire et de le mettre au centre de mon art et des espaces comme de théâtre, de centres d'art et aussi de clubs et tous ces espaces mélangés avec tous ces éléments qui sont hyper populaires aussi. Du coup, des fois, il y a ça. Et de l'autre, des fois, il y a aussi bah, par rapport à l'exotisation et la violence qui peut venir avec. Moi, j'ai déjà vécu des choses comme quoi des personnes européennes qui veulent me raconter c'est quoi le Brésil. Et surtout, des fois, quand je mixe, il y a des personnes qui se permettent de venir vers moi pour me dire que ça ou ça, c'est pas de la musique brésilienne. Et bon. Donc, presque dans une volonté de vous figer dans une vision assez folklorisée, on dit ça. Ouais, comme si, justement, si la musique, elle est déconstruite, ou bien, c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est de mélanger des aspects pop avec de beats ou de trucs qui sont hyper situés. Et du coup, s'il y a ce mélange d'éléments, du coup, ah non, mais ça, c'est plus brésilien, ça correspond pas aux attentes. Et des fois, je me suis là, mais vous voyez quoi, que je sortais un instrument et que je vous chante la samba, quoi. Et je pourrais, mais c'est pas ce que je fais. Et en même temps, il y a beaucoup de personnes aussi qui se permettent de dire, ah non, mais moi, j'ai vécu au Brésil. Ok, mais moi je vis en Suisse et je suis pas là pour dire c'est quoi la culture suisse. Mais je pense que ça c'est quand même, il existe beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas la même quantité de personnes qui pensent ça, qui osent le dire. Ça c'est quand même extrême. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes aussi qui arrivent à dialoguer avec ce que je propose et de voir et d'apporter aussi de nouvelles visions à ce que je connais en tant que Brésil et de voir comment ça se peut interagir aussi ici. C'est ça qui m'intéresse le plus. Merci beaucoup. Et je passe la parole aussi à Juanita Euca. Bonjour. Vous êtes musicienne aux multiples origines et influences. Congolaise, vous avez grandi en Argentine, puis en Grande-Bretagne. Vous vivez à Londres depuis vos 14 ans. À Londres, vous avez été active au sein d'un groupe de musique afro-péruvienne. Juste. Puis vous avez rejoint un collectif d'afrobeat et vous venez de sortir un album solo, Mabanzo, qui mélange vos influences. Est-ce que vous avez aussi des anecdotes que vous souhaitez partager, réagir sur ce qui vient d'être dit, ou plutôt pas, c'est aussi une possibilité. Hein. Voilà, peut-être des situations où vous essayez de vous enfermer dans une image, aussi des attentes identitaires, artistiques. Oui. Bonjour, vous m'écoutez? Oh, merci beaucoup pour m'inviter, d'être ici. Vraiment, je suis très contente aussi. Et je ne sais pas comment commencer parce que je suis vraiment émotionnelle d'écouter toutes ces histoires parce que on pense des fois que c'est rien que nous qu'on passe ça, mais il y a aussi des autres personnes aussi qui passent la même chose. Bon, je vais me calmer. Bon, moi, je suis congolaise, mais j'ai grandi en Argentine, donc il y a tellement des anecdotes que je peux partager depuis que j'étais petite fille. Et surtout être noire, une petite fille noire. Vraiment, quand tu es un enfant, tu n'as pas le sens de voir ces différences. Tu as l'œil très innocent du monde. Et c'est rien que, tu vois, moi, mon père était diplomate. Donc, je partais à l'école et j'avais mes amis argentins. À la maison, la culture congolaise était très forte. Et c'était un peu bizarre parce qu'on avait la photo du président Mobutu dans le salon. Je disais, mais c'est qui ce type-là? Et donc, pourquoi on a cette photo?
Mais c'était tout bizarre, tu vois, quand je regarde le passé. Mais pour vous raconter un tout petit peu depuis quand j'avais 14 ans et puis d'aller en Angleterre, et quand tu parlais de la exotisation et tout ça, ça passe beaucoup avec les femmes noires aussi. Les gens s'imaginent, tu vois, ils nous jugent sans savoir. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas assez d'informations culturelles que les gens peuvent être ouverts de vraiment découvrir d'une manière avec un peu d'effort, quoi. Pas de juger les stéréotypes, de les casser un peu, parce que tous ces pays-là, ça a des histoires, ça a aussi toute l'histoire, aussi l'histoire d'amour, l'histoire de la peine et tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que les gens euh, jugent très vitement, surtout en Europe, parce qu'il y a cette idée de, d'être supérieur à des autres communautés au monde, que c'est pas juste, à mon opinion, mais c'est pas de dire que tout le monde est mauvais ou quoi, c'est que c'est comme il n'y a pas vraiment un sens de vraiment comprendre des autres cultures, et c'est très difficile parce qu'en même temps, euh, notre situation de notre pays naturel, ça change, non? Donc, on doit nous intégrer dans une autre culture. Et ça aussi, on doit toujours calculer dans notre pensée, surtout comme artiste aussi. Et c'est profond parce que, euh, et aussi difficile parce qu'on est tout le temps jugé. Les femmes, on nous juge tout le temps. Elle est mal habillée, elle est bien habillée, elle est vilaine, elle est belle, tout ça. Tu vois, on est tout le temps jugé, même. C'est quelque chose que toutes les femmes en partagent, et aussi les hommes, parce qu'on vit dans une société, on est tous ensemble, que ça soit, ça fait rien, qu'est-ce que tu t'identifies comme personne, identifies comme personne, mais il y a tellement de trucs que je pourrais dire, mais surtout quand j'avais commencé à chanter, et moi je chante en espagnol aussi, donc les gens quelquefois, ils pensent pas aller de Cuba au Pérou ou autre pays. Et des fois, là, c'est vraiment comme une danse culturelle qui commence à changer. Donc, pour moi, ça a été une expérience, surtout en train de faire la musique, que les gens pensent, moi, toi, tu es congolaise, comme toi, tu disais d'être brésilienne, et que les gens pensent déjà que tu dois être tu dois être congolaise comme ça, ou tu dois être. Ils aiment mettre les gens dans des box, tu vois. Donc, ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, et puis après, On va me parler relancez plus. ou tu me relances, je crois qu'on a déjà passé au tu. On s'était dit Ouais, qu'on pardon. commençait par le vous, et puis ensuite on verra comment ça se déroule. Mais le tu me va bien. Non, absolument pas. Enfin, je vous remercie infiniment pour ces témoignages très forts. Très touchant. Et pour ce qui est de la musique plus particulièrement, tu disais aussi, tu parlais de l'aspect congolais. Donc, tu as un oncle, Franco Luambo, qui était une grande star de la rumba congolaise. Ça revient dans toutes les interviews, très souvent dans les informations. Ce qu'il est arrivé qu'on te dise, par exemple, pourquoi ne pas t'en tenir à la rumba congolaise, par exemple? Pourquoi est-ce que tu mixes toutes ces musiques? Et puis, parce qu'en fait, si on ne veut pas être enfermé dans cette image exotique qu'on vient d'évoquer, il n'empêche que ce parcours migratoire, ces identités ont une influence sur la création. Elles peuvent même être au cœur de la création. Donc, je voulais savoir un peu comment tu vis ça, toi. Est-ce qu'on t'a déjà assigné à une musique? Et comment est-ce que toutes les musiques, tous les territoires différents, les enjeux sociétaux auxquels tu t'es frotté, comment est-ce que ça influence ta création? Et bon, pour moi, la musique congolaise, ça a été vraiment la première plateforme. C'était ça que c'était toujours à la maison. Bon, la musique, c'était comme ça que j'avais commencé avec les vinyles à la maison. J'écoutais de mon papa en Argentine. Et je crois que quand j'avais décidé vraiment de prendre ma carrière vraiment sérieusement en Angleterre, c'était avec la bande Malambo que j'avais découvert les sons de Pérou, qu'ils avaient des connexions africaines, mais ils chantaient en espagnol. Donc, pour moi, c'était une connexion déjà parce que j'avais grandi en Argentine. Alors, c'était facile de le faire. Et aussi parce que quand tu quittes ton pays, bon, moi, j'ai quitté mon pays 2 fois, bon, le Congo et aussi l'Argentine. Donc, j'avais beaucoup de nostalgie
Donc, c'était pour ça que j'étais allée dans le chemin latino, mais toujours, j'étais fidèle à mes racines, à la musique congolaise, mais j'ai toujours voulu faire à ma manière et aussi défendre les racines africaines dans ma musique. Donc, c'est pour ça que dans ma musique, il y a tellement de mélange, parce que je suis une mélange. Alors, je représente aussi ma musique et ma vie, non? Dans le cadre musical. Donc, c'est comme ça que ça a été mon chemin et cette mélange. Est-ce qu'il y en a un de ces mélanges des fois, juste dernière question, puis après je me tournerai de nouveau vers Zahra Douane. Est-ce qu'il y a un de ces pans qui des fois est dominant, je ne sais pas, même au niveau de la langue, hein, parce que dans ton album, par exemple, tu composes en plusieurs langues, en anglais, en lingala, en espagnol, en français pas, sauf erreur. Et oui, il y a une. D'accord, oui, oui. Très bien. Et est-ce qu'il y a un de ces pans-là qui domine, peut-être qui t'énerve, qui prend le dessus sur les autres à un moment donné, peut-être en ce moment, ou pas, où tout est super équilibré? Je suis tout cette... c'est très bizarre d'expliquer, mais chaque chose représente mon identité parce que c'est la manière que j'ai grandi. Et je pense que beaucoup de gens, quand tu passes beaucoup de temps à l'extérieur, tu peux aussi adopter les cultures que c'est à côté de toi, non? Mais pour moi, chaque langue, ça fait partie de moi, toutes ces langues-là. Dans le disque, ça fait partie de mon identité aussi, les histoires que j'aime. Il y a des autres styles, par exemple, il y a une chanson avec style brésilien dans le disque, mais parce que personnellement, moi, quand j'étais petite, j'écoutais cette musique. Donc, tu vas aussi choisir les histoires que tu aimes et aussi en même temps défendre ma culture, mais aussi j'ai découvert aussi les connexions de la diaspora africaine que s'est connectée avec l'Amérique latine. Donc, pour moi, c'est aussi une célébration. Donc, tu prends un chemin, après le chemin t'amène à un autre chemin. C'est comme ça que c'est passé avec ma musique. Les portes s'ouvrent petit à petit. On le disait en préparation aussi. Merci. Zahra, ton identité kurde est au cœur de ta démarche artistique et journalistique. Elle t'a valu d'être emprisonnée, notamment pendant 2 ans dans une prison turque pour avoir conçu et diffusé un dessin numérique qui représentait la destruction de la ville kurde de Nusaybin. Et puis tu avais aussi diffusé le témoignage d'un enfant, sauf erreur. Est-ce que ton identité s'est déplacée, s'est transformée depuis que tu vis en Europe occidentale? Et si oui, comment est-ce qu'elle imprègne tes créations globalement aujourd'hui? Sanat sizin Evet, değişti diyemem ama farklılıklar oldu. Belki de bu benim değiştirdiğim coğrafyadan dolayı, belki de aynı zamanda bir süreç yaşıyorum ve yaşım ilerliyor ve farklı deneyimler ediniyorum ve o yüzden değişmesi de gayet doğal bir şekilde de bir değişim gösteriyor. Ama tamamen değil, birbirini belki de büyüyen diyebilirim. Yani yaşı büyüyen bir değişim. Et je dirais comme ça que oui, je comprends cette question. Il n'y a pas de véritable changement, mais il y a des différences. Ça oui, depuis que je suis hors de mon pays. Mais c'est un processus qui est lié également à l'âge, parce que le temps passe, les années passent, et je pense que c'est normal de changer. C'est une sorte de développement, je pourrais dire. Ama yani kimliğe dönersek eğer ben Kürdüm ama sürekli Türk olarak tanındım. Kimliğimde hala Türk olduğum söyleniyor. Ve hala hatta birçok yerde muhalif olan Türklerle beraber katıldığım yerlerde bana Kürt asıllı deniliyor. Yani şimdiki özgürlük denilen Türk muhalifler bile yani bana asıllı diyor. Yani bir zamanların Kürdü. Yani o kadar ağır bir coğrafyadan geliyorum ve faşizmin, milliyetçiliğin çok yoğun olduğu bir yerden geliyorum ve zorla da Türkleştirilmeye çalışılan bir yerden geliyorum.
Mais si je devais parler d'identité, eh ben, sachez que oui, bien sûr, je suis kurde, mais en Turquie, je suis connue comme étant turque. Et les gens disent que je suis turque, et même les opposants au régime, ils parlent de moi en disant que je suis d'origine kurde, comme si c'était quelque chose qui remonte à il y a très très longtemps. Mais notre situation, disons, en tant que pays, la terre duquel on est en train de parler est un endroit plein de fascisme, de grand nationalisme, et on m'oblige en quelque sorte à m'habiller avec la turquicité. Yani 7 yaşına kadar Kürt olduğumu düşünüp yani zaten Kürdüm de Kürt olarak yaşadığım bir yerde, bir coğrafyada 7 yaşında okula gidiyorsun ve dayak yiyorsun. Çünkü diyorlar ki sen Kürt değilsin, Türksün. Ve siz hepiniz Türksünüz. Sadece Türklerin dağ görmüşlülerisiniz. Aslında dağlı Türklersiniz. Bu bile çok ağır ve birdenbire aslında sadece coğrafya değiştirdiğin için belki hani insan kendini bir coğrafyaya belki ait hissedebilir ama kendi coğrafyanda birdenbire 7 yaşından sonra başka bir ırka ait oluyorsun ve her derse başladığında Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, ne mutlu Türk'üm diyene ve varlığımı Türk varlığına armağan ediyorum diye yemin edip andımızı içip ve sonra derse başlıyor. Yani ben 7 yaşındaki bir Kürt çocuk olarak varlığımı sürekli bir Türk'e armağan ediyordum. Yani bu çok travmatize ve aynı zamanda seni zorla Türkleştiren bir durum. Et en fait, si je retourne parler de l'identité, ben, sachez que là où je suis née, jusqu'à mes 7 ans, j'ai su que j'étais kurde. J'ai fait toute ma vie, j'ai vécu ma vie en tant qu'enfant kurde. Et puis, à 7 ans, c'est l'âge à laquelle on rentre à l'école en Turquie, eh bien, je suis rentrée en Turquie et tout d'un coup, comme je disais que j'étais kurde et je parlais, le kurde, on a commencé à me battre, à me taper dessus, en me disant, mais tu n'es pas kurde, tu es turc. On m'a obligé à penser, c'est ce que se faisait à l'époque, qu'on était, nous les Kurdes, des Turcs des montagnes. Donc, on était turcs, même si on était dans notre propre sol. Et donc, à partir de 7 ans, c'est comme si on nous disait, on nous imposait, on nous disait qu'on appartenait à une autre race, à quelqu'un d'autre. Et puis tous les matins à l'école, on dit également une sorte de comment dire, de poésie, et dans cette poésie on promet, on fait des promesses, on dit qu'il est bon, qu'il est magnifique d'être turc et que j'offre tout mon être à ce pays-là, à la Turquie. C'est comme ça qu'on commence tous les matins l'école. Et d'ailleurs, tout ce parcours influence ou s'impose à vous pratiquement dans vos créations. On aura l'occasion de lire un texte plus tard d'un échange de lettres que vous avez eu avec Naz Ökey ici, qui est une journaliste turque basée en France. Et puis, il y a aussi ces dessins donc, qui sont sortis, je ne sais pas si on les voit, je les ai ici, cette BD, ce roman graphique qui est sorti de votre expérience de la prison, que vous avez fait sortir, notamment des dessins que vous avez fait sortir sur le dos des lettres, du papier que vous envoyez Naz, notamment. Et aussi, vous avez utilisé tout ce que vous avez pu comme type voilà, du café pour dessiner, même de la fiente d'oiseaux, apparemment. Et je me disais, puisqu'on a commencé par l'exotisation, donc on voit bien que cette identité s'est imposée à vous, pluriel. Maintenant qu'on pose ce regard exotique sur vous d'autant plus, vos performances, les thèmes de vos créations, est-ce qu'elles ont changé? Est-ce qu'elles ont
Vous parliez de l'âge aussi. Est-ce qu'elles se sont transformées, ces créations, par aussi ce parcours migratoire? Ben cezaevindeyken yani aslında materyallerin bana verilmemesinden kaynaklı bazı arayışlara girdim. Çünkü bir resimden dolayı cezaevine girmiştim ve doğal olarak yani düşman ya da baskıcı rejim mantalitesiyle baktığımızda o zaman yani o malzemelerimi vermiyorlardı ve ben yeni bir arayışa girdim. Böyle bir süreç başladı. C'était à l'époque où j'étais en prison et je n'avais absolument pas de matériel à ma disposition. Et il faut dire que j'étais en prison justement parce que j'allais dessiner. Et donc, c'était évident que j'avais besoin de matériel. Et comme j'en avais pas, je suis rentrée dans une sorte de recherche d'alternative. Hiçbir şeyin olmadığı yerde aslında birçok şeyin olduğunu fark ettim. Ben zaten 4 parçaya bölünmüş bir coğrafyadan geliyorum. Yani benim ülkem dediğim yani Kürdistan coğrafyası 100 yıl önce tam da bu ülkede Lozan'da ve birkaç ay sonra 100. yılı olacak. Bu ülkede Lozan şehrinde alınan bir kararla benim ülkem benim halkıma sorulmadan, bana sorulmadan 4 parçaya bölündü ve bugün Lozan'ın onayladığı ülkeden yani karardan dolayı biz bir coğrafya olarak 4 parçaya bölündük ve bu aslında baktığımda benim bedenim üzerindeki aslında bölünmüşlüğü de fark ediyorum. Benim coğrafyam benim bedenim üzerindeki bedenim üzerine de etkiler yaratılmış. Aslında benim bedenim benim coğrafyam diye düşünerek arayışlara girdim. Oui, en fait, il n'y avait absolument pas de matériel, il n'y en avait pas, et pourtant, il y en avait beaucoup. Mais je voudrais juste parler un instant du Kurdistan, et parce que ça fait 100 ans qu'il y a eu les accords de Lausanne, cet accord qui a été signé et qui a divisé mon pays en 4. Sans demander aux citoyens, aux gens qui habitaient ce sol, ce pays du Kurdistan. Et donc, cela a été divisé en 4. Et c'est un peu comme si moi-même, dans mon corps, j'étais divisée en 4. Tout cela se reflète en moi. Ve mesela biz Kürt halkı hep yok sayıldığımız için aslında varız ama yokuz. Yok olan bir halk olarak var olan aslında varlığını sürekli söyleyen ve bunun için mücadele eden bir halkız ve bu halkın içerisinde de çok büyük bir mücadele var. Kürt kadın mücadelesi. Yani şu an bütün dünyada Jin Jiyan Azadi, Women Life Freedom sloganını yaratan Kürt kadın gerillalar yani. Ve o mücadeleden gelen biri olarak yani onların bıraktığı o mirasla ve onların yarattığı etkiyle büyüyen yani o dezavantajın içinde avantaj olarak gördüğüm şey bu mirasın içinde büyüyen bir çocuk ve büyüdüm ve tabii ki de onlardan yani bu Kürt kadın mücadelesinden deneyimlediğim, öğrendiğim birçok şeyden dolayı kendi arayışlarımı aslında hiçbir zaman yok denilen bir şey olmadığını, zaten bizim kendimizin başlı başına yok olarak görüldüğümüzü ama bu yokun içinde varı nasıl yaratabileceksin ve bunu bedenin üzerinde nasıl anlatabileceksin? O büyük bir soruydu benim için. Şimdi de büyük bir soru. Et donc, on fait comme si les Kurdes n'existaient pas, et pourtant, on est là, et pourtant, les Kurdes sont là, et depuis très longtemps, il y a une lutte qui est engagée en tant que Kurdes, mais en particulier en tant que femmes kurdes qui ont mené des batailles, des luttes en ce sens avec une guérilla kurde. Et c'est un peu l'héritage, si vous voulez, de ces batailles, de ces luttes que j'ai moi-même adoptées et dont j'ai appris énormément.
Et donc, à l'intérieur de tous ces problèmes, de ces inconvénients, de ces gros problèmes, on a quand même pu grandir, on a pu nous développer. Et comme je vous disais, j'ai beaucoup appris des femmes kurdes qui luttent et des années après, c'est comme s'il y avait cet héritage qui est récolté également par d'autres. Et il s'agit, pour ce qui est de l'art, de se dire, là où il n'y a rien, il y a beaucoup. Il faut trouver le moyen de chercher et justement trouver quelque chose là où il y a rien et pouvoir créer avec ce qu'il y a dans le rien. Et c'est ce qui habite tes créations. Tu voulais ajouter quelque chose? Tu voulais ajouter quelque chose? Evet. Ya şunu söylemek istiyorum çünkü sürekli sanatımın değişimine sanki cevap vermiyormuşum gibi oluyor. Yani tüm bunlara baktığımızda ben evet cezaevinde adet kanımdan yola çıkarak, saçlarımdan yola çıkarak, kendi bedenime bir şeyler yazarak ya da sürekli resimlerime el konulduğu için tahliye olan arkadaşlarımın sırtına resimler yapıp dışarıda fotoğraflanmaları üzerine yaptığım işlerden aslında bedenin ve coğrafyanın ne kadar zorlu ikilem bir bağlam olduğunun farkına vardım. Yani kadın bedeninin üzerindeki aslında coğrafya ve erkeklerin yarattığı dünyada toprak üzerindeki sömürünün hem kadın bedeni hem de toprak üzerinde o kadar çok bunu metaforlaştırmışlar ki, objeleştirmişler ki bunun ne kadar derin bir mücadele olduğunu anladım. Ama Avrupa'ya da geldiğimde burada da mesela şimdi Jinjiyan Azadi diye bir slogan var ya da herkes kendine feminist diyor. Feminizmin ne kadar aslında zor bir durum ve mücadele alanı olduğunu anlatmak istiyorum ve anlatmak isteyen binlerce kadın var. Mesela bir sloganın bile metalaşmaması gerektiğini, bunun kadın gerillaların felsefesi, demokratik, ekolojik, cins özgürlüklü bir yaşam felsefesi olduğunu ve liberal politikalar tarafından metalaştırılmaması gerektiği üzerine çalışmalarım. Yani sadece sanatsal bir şeyler çizmek değil, bunu sürekli anlatmak, yorulmadan anlatmak aslında benim derdim. C'est comme si vous pouviez penser que je ne veux pas répondre à la question de mon art qui change, qui se transforme. Mais ce n'est pas ainsi parce que, bon, en parlant du passé, c'est vrai, lorsque j'étais en prison, j'ai utilisé mon sang menstruel, j'ai utilisé mes cheveux et comme il était impossible pour moi d'envoyer hors de la prison ce que je dessinais, j'ai commencé à dessiner sur le dos de mes camarades qui allaient sortir de prison et donc c'est ainsi que j'envoyais mes œuvres et puis une fois dehors, on prenait des photos sur ces dessins qui étaient faits sur le corps donc de mes camarades de prison. Et c'est en fait, il y a une sorte de métaphore. On parle du sol, on parle de patrie, on parle du sol et donc l'exploitation de ce sol par d'autres. Et de la même manière, c'est l'exploitation des corps. Et c'est dans nos corps que tout cela se passe. Et en fait, en Europe, beaucoup de gens se disent féministes, etc., sans penser à combien il est réellement difficile que d'être féministe parce que c'est toute une philosophie, une recherche de liberté et toutes ces politiques libérales ne doivent pas nous porter vers le méta, c'est-à-dire il faut rester ancré sur ce qui est effectivement féminisme. Et dans mes créations, c'est ce que j'essaye de faire, de refléter tout cela dans mes œuvres. Merci beaucoup. Une des choses que tu as évoquées notamment, c'est le fait d'être divisé en plusieurs pans, divisé en plusieurs pans identitaires aussi. Mayara Yamada, toi tu as élaboré un concept. Ah oui, juste avant de continuer, je voulais juste dire que tu as répondu à la question.
d'une façon, voilà, d'une façon très pâle. Donc, merci pour les réponses. Et donc, Mayara, toi, tu as élaboré un concept pour parler de ces identités multiples qui viennent notamment à travers le parcours migratoire, mais pas que, et sur lequel tu as écrit un mémoire de master en art visuel à l'ECAL, à l'École cantonale d'art de Lausanne, je le répète pour celles et ceux qui peut-être ne connaîtraient pas. Et ce concept s'appelle transitu, soit comment est-ce que l'identité se transforme avec le déplacement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, moi je voulais écrire pour mon mémoire par rapport à mes déplacements et comment ça a influencé ma création artistique. Et c'était à la fois évident pour moi parce que moi, déjà quand j'étais au Brésil, j'ai fait un processus migratoire entre l'Amazonie brésilienne, du coup Belém, au nord du Brésil, à Rio. Et déjà, bon, comme je disais, le Brésil est géant. Et donc, la géopolitique qu'il y a à l'intérieur de mon propre pays, elle est hyper complexe. Et quand j'ai fait ces premiers mouvements, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des aspects culturels de l'Amazonie qui, même à Rio, on connaissait vraiment pas. Et ça a beaucoup influencé, du coup, ce que j'allais créer après, tant avec la musique qu'avec mes performances. Et ça mène mon processus créatif depuis 9 ans. Et du coup, c'était évident pour moi si je voulais écrire quelque chose d'écrit autour de ça. Par contre, justement, c'est complexe parce que c'est bien évidemment mon expérience que j'essayais de réfléchir dans cette écriture à d'autres expériences aussi. Et du coup, j'ai créé ce concept de transitu comme pas quelque chose qui vient pour expliquer comment toutes les identités, ça c'est impossible, comment toutes les identités vont dialoguer avec ces déplacements et d'autres contextes, mais de imaginer quelque chose en concept qui serait une méthodologie de création, une des méthodologies de création possibles avec le déplacement. Et du coup, je peux lire un extrait J'allais te le proposer. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, le transitu est ce qui met en transit des éléments locaux, soit des éléments des codes culturels, de la langue, des comportements, des éléments du paysage, etc. C'est à la fois un exercice de traduction, de transposition et de récréation. Le transitu n'est pas un sujet, mais un procédé artistique, une méthodologie de création. Dans le sens opposé du in situ, les transitus ne nécessitent pas d'être dans un lieu déterminé pour exister. Il fait de ces lieux d'existence les propres champs de croisement de codes, des langues, d'affections, où nécessairement de nouveaux mondes émergent. Merci. Tu disais aussi en préparation de cette table ronde, quand on s'est parlé, que pour toi, la mixologie, le fait de mixer en fait de la musique, par définition, est aussi lié à ces transitions, à ce cheminement identitaire, puisque mix, par définition, veut dire mélanger. Ouais, moi, je pense que cette idée de mixologie, du coup, quelque chose qu'on apprend en mélangeant, c'est quelque chose d'hyper cher à moi. Et surtout, là, dans cette petite description que j'ai lue, il y a cette idée de croisement. Et je pense que ça, c'est hyper important dans ce que j'évoque comme mixologie, de comment j'ai établi mes processus artistiques. C'est justement cette idée de croiser, de mélanger, de faire dialoguer. Ça, c'est une envie, un désir génuin que j'ai dans ma pratique. Après c'est ça. Genre, je ne pense pas que ça soit un modèle parce qu'on pourrait
fait de déplacements, de flux migratoires et tout ça, et ne pas avoir envie aussi parce que de faire ce genre de mixologie, parce que aussi chaque déplacement et chaque mouvement migratoire a des motivations différentes, de contextes, de privilèges politiques et de spécificités. Donc, on a exploré la manière dont ce parcours migratoire et où ces pluralités identitaires imprègnent les créations, ou s'imposent à elles. Je me disais au niveau structurel, est-ce que pour vous, et je vais tout de suite expliquer ce que j'entends par structurel, mais est-ce que le fait d'avoir un parcours migratoire, je dirais, c'est un peu en termes d'accès, par exemple à la scène, à la visibilité notamment, est-ce que c'est une double peine, entre guillemets, ou est-ce que ça peut être au contraire un synonyme parfois d'opportunité? Je vais dire tout de suite pourquoi, parce que par exemple, pour être très local en Suisse romande, on sait qu'il est beaucoup plus difficile en général pour les femmes et les minorités de genre d'accéder à la scène, d'accéder à la visibilité notamment. Pour donner juste un chiffre, en été 2022, donc pour les gros festivals en Suisse romande, c'est entre 6 et 33% de femmes programmées en tête d'affiche dans les festivals. Selon la BBC, en été dernier, un sondage de la BBC, en été dernier, c'était 13% de tête d'affiche, de femmes tête d'affiche, 13% en été 2022 en Grande-Bretagne. Et donc, est-ce que le fait d'avoir ce parcours migratoire, je le disais au début, est-ce que c'est en quelque sorte une double peine? Est-ce que ça réduit encore les opportunités ou peut-être ça en ouvre de nouvelles? Peut-être Juanita ou Kay, est-ce que tu souhaiterais réagir là-dessus? De nouveau, il faut se sentir libre, juste si tu n'as pas envie de répondre, il n'y a pas de problème non plus. Et si oui, c'est chouette de le faire dans le micro. Je parle un petit peu au Congo et de la musique en général. Au Congo, il y a, surtout dans le monde du soukous, il y a plutôt, c'est un monde où il y a plutôt des hommes, il y a beaucoup des hommes, surtout aussi dans le milieu latino. Et puis tu vois, il y a des mondes parallèles, donc il y a plus des hommes partout. Et oui, c'est comme une contradiction tout le temps, je pense. C'est une contradiction, c'est comme on est présent, mais on est là, on existe, mais la visibilité, ça peut être, c'est un challenge, mais pour moi, le plus important, c'est de créer dans toutes les circonstances qu'on peut créer de la musique ou de l'art, non? Mais l'accessibilité, c'est une lutte, je crois, elle est constante. Et en tant qu'artiste, je me retrouvais aussi des moments que des fois, même dans le cadre, par exemple en Angleterre, aussi du monde même du pop, que je suis pas vraiment dans ce monde-là, il y a aussi des discriminations, que aussi des femmes noires le passent, beaucoup même, avec des gens avec beaucoup de talent, mais tu n'écoutes pas d'eux. Ça arrive souvent, ça arrive souvent. Même pour les femmes qui jouent des instruments aussi, il y a aussi des difficultés. On est une minorité, les femmes. C'est une lutte constante. Donc, même si dans le cadre, comme je parle en Grande-Bretagne, mais au Congo aussi. Donc, moi, au Congo, il y a une artiste, elle s'appelait Bongo Love. Elle écrivait aussi des chansons en lingala et elle était la voix des femmes en Kinshasa. Et moi, je l'admirais beaucoup parce qu'elle parlait des sujets de tous les jours, qu'il n'y avait pas cette voix pour les femmes pour pouvoir s'exprimer dans la musique. Et elle faisait sa propre production et elle chantait. Donc, moi, j'ai aussi cette inspiration d'elle. Et toujours, je regarde des autres exemples, des autres artistes pour créer la même chose. Et donc, cette lutte, elle est constante. Et c'est une très grande contradiction. C'est une peine, mais c'est une réalité que toutes les femmes, nous, on vit ça. Donc, il faut qu'on continue à faire de l'art partout. Quoi qu'il arrive. Ouais. Merci. Est-ce que vous souhaitez réagir là-dessus, Sarah ou Mayara? Ou les deux?
Mayara. Moi, je suis hyper d'accord avec toi et je pense que j'aurais dit que c'est une contradiction et que c'est une lutte constante. Et je pense que cette contradiction, elle va aussi justement par rapport à la question d'être étrangère et migrante. C'est d'une côté, tu veux pas être exotisé et donc tu veux pas être appelé pour travailler justement seulement parce que tu es brésilienne ou tu es congolaise, tu fais ça ou ça. Et de l'autre, bien sûr que nos pays d'origine produisent de l'art hyper intéressant, hyper attirante, hyper différente si on est ici. Et, euh, et donc, c'est contradictoire parce que d'une côté, je ne veux pas être exotisée, mais de l'autre, s'il y a une scène qui a envie d'écouter ce que mon pays produit et que moi, j'ai une recherche là-dedans, bien sûr que moi, je veux faire ça plutôt que d'autres personnes qui n'est pas concernées pour cette culture. Du coup, c'est à chaque fois, pour moi, à chaque invite, c'est une négociation. Voilà. Est-ce que le niveau des utilisations est OK? Est-ce que c'est pas OK? Du coup, est-ce que je renonce à travailler et à gagner de l'argent et pour pouvoir aussi survivre ici parce que je suis exotisée? Donc, pour moi, c'est une négociation cas par cas et constamment une lutte. Oui, c'est tout le temps. Sarah, tu serais d'accord avec ça? Cette négociation constante, cette contradiction permanente. Evet, ben de aynı çelişkiyi yaşıyorum. Ve bence fırsat bana göre. Çünkü ben geldiğim yerde benim gibi birçok resim yapan, sanat yapan ve bağlam olarak çok kuvvetli bir sanata sahip olan birçok insan var. Ve bazı kişilerimiz, bilmiyorum ben evet resmimden dolayı tutuklandım, yaptığım resimden dolayı ama bence bu bir ve o tutuklanmaktan dolayı bir fırsat yaratıldı. Nasıl bilemiyorum yani. On n'entend plus. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Donc, c'est valable pour moi aussi. C'est une contradiction qui continue tout le temps. Mais en même temps, je dois dire que ça peut être aussi une opportunité. Là d'où je viens, il y a énormément de gens très talentueux. Il y a des artistes qui font également de choses magnifiques. Mais il faut dire que moi, j'ai été en prison parce que j'ai dessiné. Et donc, pour moi, a posteriori, c'est devenu une opportunité. Ve geldiğimde de birçok yer beni davet etti ve aslında baktığında çok çok büyük yerlerdi bana. Benim ilk deneyimlerime göre çok büyük yerlerdi. Ve bunlar bana fırsat sunuyorlardı. Ne istersin, ne istiyorsan yapabilirsin diyorlardı. Ama sonradan fark ettim ki aslında ben yani aslında bir kontenjanım. Yani aslında birçok sanatçı var, Avrupalı ve o köklü sanatçılar ama bir de kendi inceltilmiş ırkçılıklarını kapatmak için bence birçok müze öyle ve galeri de öyle. Onu kapatmak için açılan bir Orta Doğulu, Afrikalı sanatçı kontenjanı var ve bunlar sadece aslında vitrin olarak görünen şeyler. En fait, lorsque je suis arrivée, immédiatement, j'ai été invitée par toute une série d'endroits très réputés. Est-ce que vous m'entendez? Donc, lorsque je suis arrivée, on m'a invitée dans des endroits magnifiques, on m'a ouvert toutes ces portes et on m'a dit, tu peux faire ce que tu veux. Mais a posteriori, après un certain temps, je me suis quand même rendu compte qu'il y a tellement d'autres artistes européens qui auraient pu prendre cette place. Mais c'est comme s'il y avait une sorte de quota, un quota réservé à des personnes comme moi. Une manière pour les musées, les grandes galeries, de couvrir leur racisme un peu dilué en invitant des gens tels que moi, faisant partie donc d'un quota.
Je vois des hochements de tête. Vous pouvez, ouais. Vous avez l'air d'être très d'accord avec ça, Juanita et Mayara. Moi, je voulais juste vous poser peut-être une question par laquelle on va conclure. Je vais demander à chacune d'entre vous d'y répondre. Et puis ensuite, on lira un extrait de vos lettres, Sarah. Et puis aussi, on vous entendra, Juanita. Notamment, voilà, je vous dévoile les secrets de la suite. Mais peut-être, ce que je voulais vous demander, c'est pour naviguer, vous êtes dans la négociation constante, il se passe énormément de choses dans votre tête, dans votre cœur, au moment de vous produire. Est-ce qu'on m'exotise? Jusqu'où je négocie? Est-ce que j'accepte tel venue? Pour quelles raisons est-ce qu'on m'invite, etc. En plus de tout le parcours, tout ce qu'on a exploré pendant cette table ronde. Donc on voit bien que c'est un environnement qui n'est pas toujours évident à naviguer, à la croisée de tous ces aspects, femmes, artistes, parcours migratoire et plein d'autres éléments de vie. Quelles sont vos stratégies, vos trucs et astuces, j'ai envie de dire presque, pour naviguer et pour prendre votre place artistique dans cet environnement? Est-ce qu'il y a des choses comme ça, en quelques mots, où vous dites, voilà ma stratégie puisqu'on a parlé du fait que vous renversiez tout à votre manière cette perspective et toutes ces attentes et toutes ces difficultés. Juanita, est-ce que tu souhaites prendre le micro? Moi, je pense quelque chose que c'est très simple et je crois que tout artiste peut-être peut relier à ce que je veux dire. C'est que pour moi, c'est mon instinct féminin. C'est un instinct que ça sort d'ici, ça vient d'ici, là, dedans. Et donc, et c'est comme ça que j'ai pris mon chemin avec la musique dans des situations que je n'imaginais pas que j'allais vivre, mais je pense que c'est mon instinct. Je ne sais pas quoi autre chose que je peux dire, mais je crois que c'est ça. Ça vient de vraiment quelque chose que c'est là-dedans. Et c'est comme un besoin qu'on a d'exprimer ça, de vraiment montrer ça et le faire sortir de nous-mêmes. Donc, c'est ça, pour moi. Créer, quoi qu'il arrive. Je dis devenir avec l'instinct. Donc, c'est quelque chose que ça te parle. Je sais pas, pour moi, c'est ça. Donc, je sais pas si je m'explique bien, mais j'espère que... Tout à fait. Mayara. Je pense qu'il y a énormément de stratégies différentes et que justement, comme je disais, à chaque fois, il y a une nouvelle stratégie qui se présente. Mais moi, mon parcours, il a commencé au théâtre. Et ça, c'est hyper important pour moi. Mes performances aussi, aujourd'hui, dans toute mon histoire, ils ont eu de relations avec le théâtre. Du coup, comme j'étais formée au théâtre, le public est hyper important pour moi parce que on ne peut pas vivre sans. En fait, moi, je ne pourrais pas vivre sans un public parce que l'envie, justement, c'est le moteur de partage. Il est important, super important. Et donc, si c'est dans un DJ set ou si c'est dans une performance, toujours j'ai envie d'être en dialogue avec le public qui est devant moi. Même si le public, des fois, me sort des phrases un peu pas cool, j'ai envie d'être en dialogue. Et moi, personnellement, les stratégies que j'ai établies pour ça, c'est justement, par exemple, si c'est un DJ set, c'est de persuader ces publics et voir dans quelle direction je pourrais les amener, de comment ils perçoivent la musique que je propose. Si c'est une performance, comme pour moi, la parole est super importante, les signifiants, la dramaturgie, tout ça. Du coup, pour moi, c'est important d'écrire un texte, traduire en français, faire quelqu'un qui est francophone lire mon texte. Et après, parce que c'est important pour moi, mais je vois dans d'autres pratiques que ça, c'est pas du tout le cas, que c'est le corps qui va exprimer une autre chose, que les signifiants et la langue, l'étymologie, tout ça, c'est pas forcément une chose dans le centre de la pratique. Pour moi, c'est du coup,
Et quand j'ai commencé à mixer, quand j'ai mixé au Brésil, comme les paroles de musique sont hyper importantes aussi pour nous, j'étais, ah non, mais ma musique, elle va pas avoir de place ici parce que personne va comprendre ce qu'il dit, ses paroles et tout. Et pour moi, j'ai trouvé super beau dans ce processus de quand même partager la musique, dite en portugais, chantée en portugais. C'est que d'une côté, bien sûr, il y a des trous de compréhension. Il y a des choses que les gens ne vont pas comprendre qui est dit. Et pour moi, d'une côté, ça me fait un peu de blague quand même. Parce que des fois, les gens dansent avec des paroles qu'ils n'ont pas d'idée ce qui est dit là. et de l'autre côté, je pense que la musique en soi, c'est un langage si fort, si puissante. Les beats, la rythmique, la musicalité en soi, qu'il y a quelque chose qui se transmet. Et pour moi, c'est double, la relation est double parce que si même les personnes ne comprennent pas ce que disent les paroles, mais de l'autre côté, il y a quelque chose dans leur corps qui comprend. Y compris l'humour. Hein. Ouais, l'humour et la sensualité de ces danses aussi. Du coup, c'est beau d'arriver par exemple dans une salle de club où avant c'était la techno et moi je commence à mixer et les corps bougent différemment. Et ça, c'est hyper beau pour moi. Et du coup, ça me nourrit aussi, artistiquement et humainement. Et du coup, c'est un peu ça la stratégie. Merci. Sarah, est-ce que tu veux nous faire part de ta stratégie à toi? Yani stratejim bilmiyorum çok C'est un ama grand mot. Yani daha çok tüm bu eleştirdiğimiz yerden bakıp ama bunları reddetmemek, yani nasıl buranın aslında tam da içine girip burada bir şeyler yapmak benim stratejim. Yani mesela tüm eleştiriyor olduğum şeye bakılacaksa eğer, ben aslında hiçbir şey yapmamam gerekiyor ve birçok kadın sanatçı hiçbir şey yapmaması gerekiyor. Çünkü maalesef erkek dünyasının içindesin. Ama bu erkek dünyasını tanıyıp bilip içine girmek ve orada bir söyleme sahip olmak ve onu değiştirmeye çalışmak benim stratejim. Tabii ki tek başına asla benim böyle bir şeye gücüm yok. Ama ben yalnız olmadığımı biliyorum. Benim gibi binlerce kişinin olduğunu biliyorum. Böyle bir stratejiye sahip olduğunu biliyorum. O yüzden biraz da motive oluyorum. Alors, en parlant de stratégie, c'est vrai que tout cela fait écho en moi. Si je devais tenir compte uniquement des choses que je critique, à ce moment et les rejeter totalement, à ce moment-là, je ne ferais plus rien. Alors, ce que moi je choisis, c'est de garder tout cela, de rester en quelque sorte à l'intérieur de ça. En tant que femme, parce qu'autrement, aucune femme ne créerait plus. Et donc, rentrer dans ce monde qui est un monde fait d'hommes. Mais je le fais parce que je sais également que je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule, il y a des milliers de personnes qui sont comme moi, et donc je rentre dedans et je fais. Merci beaucoup. Mayara, tu as évoqué le public. Est-ce que c'est le moment où on propose au public, est-ce que des gens ont des questions? Je me pose juste la question, est-ce qu'on le fait maintenant? Et puis ensuite, je passerai à une autre partie de lecture de texte et de musique. Les questions maintenant? Le mot-clé était public, et que sans public, rien de tout ça n'existerait. Ou existerait, mais très différemment, disons. Ne serait pas partagé, transmis. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Je ne sais pas. Alors, c'est votre dernier mot, cher public? Donc, on a parlé, j'ai commencé l'introduction en disant qu'il s'agissait peut-être dans cette table ronde, un des fils rouges, ce serait de renverser la perspective, ou en tout cas de tenter. Il me semble que, vu qu'on a parlé des stratégies aussi de chacune pour continuer à naviguer dans ce monde et ce monde créatif,
malgré les difficultés, ont renversé la perspective notamment. Et je vais vous lire un extrait de « Nous aurons aussi de beaux jours », donc les échanges entre Zehra Dohan et Naz Eke, ici présente, pendant que Zehra était en prison, un échange de lettres. Pour montrer un petit peu comment aussi, dans ce texte, à mon avis, la perspective est renversée. C'est vraiment très impressionnant. Et puis ensuite, je passerai la parole à la voix de Juanita. Cher Naz, la nuit, pleine lune au-dessus de nos têtes, je me mets à t'écrire sous sa lumière. Elle brille tellement joliment, elle n'a même pas réussi à se cacher. Elle est derrière les nuages, mais son halo la dévoile dans toute sa nudité. Si belle, si précieuse, toute blanche. Sa lumière perce les nuages, se disperse partout et crée une ambiance étrange, une magie transparente. Comme si j'étais dehors, quelque part, il y a des milliers d'années et que depuis le zénith, je regardais cet instant. Sa lumière embellit tellement ces barbelés hideux. Cela m'amène à penser à la raison du dégoût qu'on peut ressentir devant la laideur. En fait, en regardant bien, les barbelés ne sont pas si disgracieux. Enchevêtrés, mis en forme par l'intervention humaine, ils se tiennent là, silencieux et calmes, offerts à l'émotion, simple barbelé. Objet dont le nom, à peine prononcé, fait se refermer nos visages et dire « c'est moche ». Objet utilisé pour marquer les frontières, diviser, définir les espaces qui, dès qu'on en outrepasse les limites, nous punit de ses pointes. Mais je m'arrête et je regarde maintenant. Et cet affreux fil de fer orné de pics me paraît si innocent et inoffensif que je n'arrive même pas à être en colère contre lui. Il a l'air de dire « j'y suis pour rien, c'est eux qui m'ont rendu comme cela ». J'ai l'impression de découvrir son aspect naïf et pur, comme une femme à la dérive dans le courant de l'idéologie qui la marchandise depuis des milliers d'années et qui se révolterait soudain en disant « je n'y suis pour rien, ce sont les hommes qui m'ont rendu ainsi ». Le cri serait le même cri. Alors, en qualifiant ce fil barbelé de laid, ne commettrais-je pas une injustice ? Comme ils sont intervenus sur tout, ils ont joué aussi avec sa chimie et l'ont installé sur nos têtes. Cela me démontre que se retourner sans cesse contre lui, le regarder pour le maudire, c'est se tromper de cible. Cette nuit, ces barbelés sont tellement innocents. Lavés par les rayons de lune, leur ombre se projette sur les murs de la promenade comme des femmes qui dansent. Ils brillent de plus belle, les barbelés sans vie, les sentinelles de ma condamnation. Merci infiniment. Le temps de reprendre pied. Merci pour ce magnifique texte. Et Juanita, si tu es toujours d'accord, quand la voix sera de retour, est-ce que tu voudrais nous chanter toujours, tu m'avais proposé de chanter un bout de chanson a cappella, Sueños de Libertad, qui fait partie de ton album, du disque qui vient de sortir, qui s'appelle Babanzo. Voilà, donc je te laisse la place, la conclusion, quand tu souhaiteras, si tu souhaites. Ça, c'est Sueños de Libertad. Et vraiment, je veux dédier ça à vous tous parce que votre histoire me marque aussi beaucoup. Et je pense qu'on est dans cette lutte constante, mais l'union fait la force.
Donc, cette chanson, vraiment, ça reliait toute cette conversation. Donc, j'espère que c'est en espagnol, mais je pense que la musique, on la sent avec notre cœur. Donc, voilà, Sueños de Libertad. La lucha sigue, la vida pide un poco de humanidad, un poco de claridad. La lucha sigue, si estamos libres, unir la gente desde el sur al norte. Rompieron las puertas del África, llevaron tesoros del África, la vida y el alma del África. Rompieron las puertas del África. ¿Y dónde vas tú? No derrumbas mi reino. ¿Y dónde vas tú? Te olvidaste del pasado. La libertad está en la mitad de las palabras. La libertad se esconde en la oscuridad. La libertad somos tú y yo. La libertad está afuera. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Merci infiniment à Juanita Euca. Voilà. Merci pour cette incroyable conclusion si forte. Merci pour cette magnifique conversation, table ronde. À toi aussi, Mayara Yamada. Pour tous ces témoignages, pour toute cette profondeur, pour toute cette réflexion. Merci aussi à Zehra Dohan pour la force, la profondeur, pour tout et pour cette conversation. Merci aussi au Festival Les Créatives d'avoir donné cet espace et amorcé cette conversation. Et puis, merci au Café du Grutli pour l'accueil. Je crois que le reste se passe de commentaires. Et merci bien sûr au public aussi, infiniment, qui est ici. Et magnifique suite de journée et de parcours aussi.